Salut à tous, ravi de vous retrouver dans les studios de Nice Matin pour un nouveau numéro de Gym Tonic. Le suspense est à son comble en Ligue 1 à 2 journées de la fin, 2 matchs pour déterminer si l'OGC Nice jouera ou pas la Coupe d'Europe la saison prochaine. Et si oui, quelle Coupe d'Europe joueront les Aiglons? Jamais une fin de saison n'aura été aussi serrée, avec 5 équipes qui se tiennent en 2 points entre la 2e et la 6e place. Pour en parler à mes côtés cette semaine, Léandra Iacono. Salut Léandra. Salut Mika, bonjour à tous. Aurélien Mar. Salut Aurélien. Salut Mika et bonjour à tous. Et Antoine Delgoulet avec sa magnifique chemise. T'as vu, on a un peu assorti au niveau de la couleur des habits. Enfin, moi, je suis plus classe. Hein, C'était certainement plus classe que moi, il n'y a pas à en douter. Notre invité est déjà venu sur le plateau de Gymto, mais c'est un plaisir de l'accueillir à nouveau. L'ancien milieu de terrain des Aiglons, Stéphane Collet, est avec nous. Salut Steph. Salut à tous. Merci d'être avec nous sur le plateau de Gymto. Alors, au sommaire de cette émission, retour sur la petite mais très précieuse victoire des Rouges et Noirs contre Reims, avec un Morgan Sanson une nouvelle fois décisif. Il sera dans notre focus. Nous parlerons aussi tactique avec El Tactico, Aurélien, et en particulier les seconds ballons. Puis nous nous plongerons sur ce déplacement à Rennes. L'OGC Nice a-t-il le meilleur calendrier par rapport à ses concurrents? Ce sera la question du pour-contre. Et en fin d'émission, le souviens-toi de l'homme élégant à mes côtés d'Antoine, consacré à un Reims-Nice de 1993 dans lequel Stéphane était partie prenante. De la saison 92-93 avec un Nice-Rennes à la fin. Voilà, un Rennes-Nice à la fin. Ouais, donc 93. Voilà. T'as dit Reims? J'ai dit Reims, c'est Rennes. Autant pour moi. Allez, on attaque cette émission avec ce Nice-Reims. Tiens, là, pour le coup, on y vient. Alors, sans la manière, hein, mais à ce stade de la saison, on s'en fout un peu, on va le dire comme ça. Les Niçois n'ont pas gâché la fête des 80 ans de Nice Matin, ma chère Léandra. On y était, bien évidemment. Bon, c'était pas un grand match, mais il fallait gagner, quoi. Alors, on s'est régalé en avant-match. Franchement, c'était super. Et l'émission en plateau avec le public. On remercie l'OGC Nice pour toute cette organisation, parce que vraiment, on a passé un super moment. Mais sur le terrain, c'était un peu moins bien. On s'est un peu ennuyé. Une bonne purge. Un peu parce que les Aiglons n'ont peut-être pas mis l'intensité qu'ils auraient dû. Beaucoup aussi parce que l'adversaire n'était pas venu non plus pour faire un grand match. Mais finalement, comme tu l'as dit Mika, ça fait 3 points. On a connu des matchs où Nice dominait et on gagnait pas. Là, Nice s'est fait un peu peur, un peu disparu en deuxième mi-temps. Il y a eu quelques occasions. Et grâce à la maladresse des attaquants rémois, ça n'a pas fait de dégâts. Mais voilà, c'est 3 points. Une grosse opération pour justement aborder ces 2 dernières journées dans une bonne position. Les stats de cette rencontre entre Nice et Reims, ça se confirme, hein, ce que tu dis là, Léandra, dans ces stats, des petits stats pour l'OGC Nice, avec seulement 2 tirs cadrés dans la rencontre. Il a fallu attendre très longtemps en seconde période pour voir un nouveau tir des Niçois après le but de Morgan Sanson. 6 tirs en tout dans la rencontre pour l'OGC Nice. Bon, voilà, c'était pas un grand match, hein, Steph, de la part des Niçois, surtout quand on voit les stats, mais comme l'a dit Léandra, au final, là, la manière, elle importe peu maintenant en fin de saison. Oui, surtout qu'il y a eu des matchs auparavant où Nice jouait bien, méritait mieux, mais n'avait pas l'efficacité, notamment sur leur première mi-temps. Beaucoup, il y a eu pas mal de matchs comme ça. Et là, bon, c'est des 3 points importants et qui nous laissent dans la course et qui peut nous permettre de rêver encore. Ouais, on s'en rappellera plus, Aurélien, si l'OGC Nice atteint la Ligue des Champions la saison prochaine, qu'il y a eu un Nice-Reims à la 32e journée qui était dégueulasse, quoi. Franchement, oui, c'est ça. C'est pour ça que les 3 points sont le plus importants. La manière, on la met de côté. Par contre, le seul point négatif, c'est pour le supporter lambda qui est venu maintenant au match vendredi dernier. Parce qu'il y a eu beaucoup de com autour de la rencontre, évidemment, et qui, avec des prestations comme ça, est
peut-être pas décidé à revenir de sitôt, mais bon, c'est pour ça qu'on se contente des 3 points, et puis peut-être qu'ils vont nous permettre d'accrocher la Coupe d'Europe pour que ces supporters-là, du coup, reviennent si jamais il y a de grosses affiches. Antoine, tu penses que l'enjeu est en train de tuer le jeu du côté de niçois, alors qu'on a vu quand même toute la saison de belles choses du côté des hommes de Francaise? Clairement. Et puis on a vu qu'en fin de match, on a tremblé jusqu'au bout. Alors heureusement que les Rémois étaient très très maladroits. Mais on a tremblé jusqu'au bout avec des sauvetages un petit peu de justesse. Et Boulka qui a été bien présent. Donc voilà. Après, moi, les gens qui, comme disait Aurélien, qui viennent la fine bouche. qui font la fine bouche, quand des 3 derniers matchs, il faut les gagner, peu importe la manière. Si tu viens là pour supporter ton équipe, si tu veux voir du beau jeu, je sais pas, c'est peut-être pas le moment de venir, mais là, il faut du soutien, il faut que le peuple niçois, peu importe le résultat, se déplace contre Brest au dernier match pour encourager les Aiglons à fond, et peu importe la manière, tout le monde sera content si on qualifie en Ligue des Champions à la fin, et ils seront bien contents de venir voir la Ligue des Champions l'année prochaine. Et d'ailleurs, il faut saluer les 25 000 quasiment personnes présentes qui ont fait du bruit, d'une grosse ambiance quand même sur ce match entre Nice et Reims, comme on le disait tout à l'heure, pour les 80 ans de Nice Matin. On reverra tout ça dans un petit clip tout à l'heure en fin d'émission, parce qu'on a encore cette semaine un super cadeau à vous faire gagner. Avant cela, on a parlé donc de ce classement très serré. On va le voir, ce classement, justement, après 32 matchs de Ligue 1. Eh bien, évidemment, l'OGC Nice qui s'accroche à cette 4e place, là, maintenant. 1 point derrière l'AS Monaco, toujours, et 2 points derrière l'Olympique de Marseille. Puis donc, à égalité, eh bien, ces équipes de Lille et de Strasbourg, puisque Lyon marque un petit peu le pas dorénavant. Steph, on n'a jamais vu classement aussi serré, là, 2 journées de la fin, pour les équipes qui jouent l'Europe, là. Oui, là, ça fait longtemps qu'on n'a pas vu ça, dans ce championnat. Mais voilà, c'est super. Pour le supporter que je suis de Nice, c'est super qu'il y ait ce suspense jusqu'au bout. Et pour l'ancien joueur que tu es, c'est-à-dire que comment on a vu cette pression avec un si gros enjeu comme ça en fin de saison? Ouais, en parlant de gros enjeux, oui, c'est un gros enjeu, la Ligue des Champions. Et puis, il y a des équipes qui jouent gros. Lyon joue gros. Et ils sont décrochés, mais ça joue gros. On connaît les problèmes qu'ils ont. Et eux, la Ligue des Champions, c'est hyper important. Comme Marseille aussi. Mais ouais, comment on le vit? Est-ce qu'on change sa routine? Est-ce qu'on fait plus attention à son alimentation, à son sommeil, à ces choses-là, quand on se rapproche de cette fin de saison avec ces enjeux-là? Ça, on doit le faire au quotidien et toute l'année. Mais bon, admettons qu'on a fait des petits écarts dans la saison. J'espère pas. Ouais. J'espère que que tout le monde va s'accrocher, que le public répondra présent sur les matchs qui restent, parce que c'est un groupe quand même de Nice qui mérite. Ils font une belle saison. Alors oui, il y a eu des trous, on a eu pas mal de blessés, mais ils font une grosse saison. Mais toi, en termes de jeu, en termes d'intensité, là, ils sont peut-être un peu moins bien physiquement, je dirais. C'est peut-être pour ça qu'on a vu ce match contre Reims. Je les ai trouvés émoussés. Mais l'apport, par exemple, de Sanson qui rentre, qui amène de la fraîcheur, finalement, ces mecs-là sont importants. Alors, on parlera tout à l'heure de Morgan Sanson dans le focus. Oui, je disais, Stéphane, toi, par exemple, quand tu jouais la montée avec Nice en 94, que vous êtes monté, justement, les derniers matchs, comment toi, tu les abordais? Est-ce que tu avais plus peur en rentrant sur le terrain, ou au contraire, ta motivation était décuplée? Comment ça se passait? Cette peur-là, c'est motivant, en fait. Il y a 2 peurs. Celle qui te fait trembler, tétaniser, et celle qui te fait, au contraire, hyper motivation, qui te fait monter d'un cran. Et bon, c'est celle-ci que, moi, avec mon caractère, c'est celle-ci que je prenais. Et quand tu joues comme ça contre des équipes qui n'ont plus rien à jouer, qui vont être le cas de Rennes et Brest, c'est pas facile. C'est pas facile, qu'ils ont pas rien, pas qu'ils ont plus rien à jouer, et après, il faut rentrer dans le sens où le joueur a peut-être quelque chose à jouer aussi, à se montrer. Pour avoir un contrat. Ouais, tout à fait. Là, on rentre dans les arguments du pour-compte tout à l'heure. On va pas dévoiler les arguments ou d'Aurélien ou d'Andra, parce que ça sera effectivement la question du pour-compte. Léandra, il y a eu alors c'est un non-événement ou un événement, je sais pas, dans cette rencontre, mais c'est un Evan Guessant qui n'est pas rentré dans ce match. Il était rentré quelques minutes face au Paris Saint-Germain, également contre Angers, mais là,
plus du tout. Alors on s'est posé un peu la question cette semaine, et tu as écrit évidemment dans Nice Matin, ce qui a pu surprendre peut-être quelques-uns de nos suiveurs, mais la question est bien légitime. Qu'est-ce qui se passe avec Evan Guessant? Alors quelles sont les réponses que tu as pu apporter par rapport justement à la situation d'Evan? Ce qui nous a plutôt étonné, c'est déjà qu'il ne s'échauffe pas contre Reims. Donc, c'est-à-dire qu'il y avait d'autres options. Franquès en est expliqué, on l'écoutera plus tard. Mais par rapport, nous, à ce qu'on a pu récolter, en fait, c'est un petit peu multifactoriel. La première raison, c'est bien évidemment la fatigue née de cette énorme saison. Première saison où il joue tous les matchs. Donc c'est le joueur de champ qui a le plus de minutes de jeu avec Francaise. C'est 2900 minutes de jeu depuis le début de la saison. Sans compter les allers-retours en sélection. Parce que voilà, Evan Guessant a aussi un nouveau statut international à digérer. Donc ça, c'est une première raison qui montre que il a un petit peu perdu, il a du mal à récupérer un peu son second souffle. Il a montré un peu moins l'entraînement au niveau physique, hein, c'est ce que il en a Franck. montré moins en match, Et en un match peu plus également. serré par les adversaires aussi. Il en a montré un peu moins aux entraînements, avec d'autres joueurs justement qui ont amené toute leur fraîcheur. Il y a aussi ce changement tactique de Francaise, avec ce 3-5-2, donc avec 2 attaquants, mais pas d'attaquant de côté. Et peut-être que Francaise le voit plus, Evan Guessant, comme un attaquant de côté qui va prendre un petit peu les espaces. Et en plus, ça a gagné. Donc 3 victoires consécutives sans Evan Guessant. Généralement, Francaise, il est comme ça aussi. Il continue avec l'équipe qui gagne. Et la troisième raison, qui peut s'expliquer aussi, c'est qu'Evan Guessant, il est très courtisé. Voilà, on va dire qu'il a au moins 4 gros clubs qui sont sur lui, qui sont très très chauds sur lui. Et forcément, à un moment donné, ça peut faire tergiverser. Donc ça peut être une troisième option. Voilà, un petit peu les raisons qui font qu'Evan Guessant a un petit peu disparu de la hiérarchie, ce qui a peu forcément étonné. C'est le meilleur buteur, joueur le plus décisif de l'effectif niçois depuis le début de la saison. Alors on a posé évidemment la question ce matin en conférence de presse à Francaise. Est-ce qu'il y a aussi, outre l'usure physique, un petit souci mental de la part d'Evan Guessant? Écoutez la réponse clairement du coach de l'OGC Nice devant la caméra de Philippe Berti. Non, pour moi, dans la tête, Evan, il a la tête pour bien finir la saison avec son club. C'est son club formateur. Bien finir la saison pour lui aussi, tout simplement, individuellement. Parce que oui, bien sûr, il a des ambitions, mais c'est logique. Ça n'a rien à voir, avec ça. Voilà. J'ai juste estimé qu'à un moment, alors j'ai aussi changé le système, ce qui fait qu'il y a aussi moins de place pour certains joueurs. Donc ça rentre aussi en ligne de compte. Et puis sur le dernier match, s'il n'est pas rentré, j'ai hésité d'ailleurs, que ça soit à la place de Momo sur le côté, mais je me disais que avec peut-être de la profondeur, avec la vitesse de Momo, il pourrait nous amener des choses sur un bloc qui allait enfin s'ouvrir. Ou sur terrain, mais je voulais un joueur capable d'ancrer peut-être face à une défense très, très athlétique les ballons, donc c'est pour ça que j'ai fait ces choix-là. Alors après, il faut toujours en faire d'autres, et je me suis posé la question, mais pour le coup, c'était vraiment un choix tactique sur le dernier match, quoi. Voilà, un choix de tactique sur le dernier match pour Evan Guessant, le fait qu'il ne soit pas entré en jeu. Ça t'a étonné, Steph? C'était pas quasiment étonné, jusqu'à mais- présent le meilleur joueur de la saison, quoi. Surpris. Ouais. Surpris Ouais, comme nous, quoi. même s'il est fatigué, 10 minutes, il peut les faire, et ça permet d'entretenir. Non, j'étais surpris aussi, ouais. J'ai pas compris, mais bon, après, l'entraîneur fait ses Et choix. c'est mieux que nous, hein. Ça, c'est sûr. Voilà. Il sait Il est au quotidien avec dedans et eux, pas. donc Ouais. voilà. Bon, en tous les cas, Will, qu'on embrasse d'ailleurs, qui est à Montréal pour suivre Manon Fiorot, que l'on embrasse aussi, et on croise les doigts pour qu'elle gagne son titre de l'UFC. Will nous a dit quasiment toute la saison, enfin dans la deuxième partie de saison, Guessant il restera pas à l'OGC Nice. Ça, c'est quasiment une certitude aujourd'hui. Ah oui, c'est une certitude, c'est la plus grande valeur marchande du club, c'est le moment de le vendre, lui aussi, formé au club, et il est très attaché à l'OGC Nice, attention. Mais je pense que il a peut-être aussi envie d'aller découvrir d'autres choses. L'Angleterre est un championnat qui l'intéresse, et il y a beaucoup de clubs anglais aussi qui sont intéressés par son profil, puissant, rapide, enfin vraiment, il a montré de très belles choses cette saison. Le seul souci, peut-être Aurélien, c'est que sa valeur marchande a un tout petit peu diminué avec cette fin de saison un peu en eau de boudin. C'est ça peut enlever quelques millions au gym. Après, ça va pas non plus changer totalement sa valeur. Et puis surtout, le constat reste le même, c'est qu'au bout d'une saison pleine en Ligue 1, on est amené à partir parce que les clubs français, de toute façon, ne retiennent pas
leurs joueurs quasiment. Donc ça va être le même destin pour Guessant et pour peut-être d'autres aussi du championnat. Il n'est pas le seul aussi dans ce cas. Quoi qu'il en soit, il aura fait une saison assez étonnante et plutôt exceptionnelle, Evan Guessant. Étonnante. Voilà, puis je sais pas comment on peut ne pas se poser la question en cette fin de saison pourquoi il ne joue pas. Donc Leandra a parfaitement fait de faire ce papier que tout le monde, enfin que tout amoureux du gym doit attendre et doit lire avec délectation. Voilà. C'est ce qu'on a fait d'ailleurs. Voilà, mais bon, je sais qu'il y a eu certaines critiques, mais enfin moi je trouve ça c'est le papier à faire. Voilà, donc c'était super et oui, et quand tu te passes ton meilleur buteur, ton meilleur passeur qui a fait une saison exceptionnelle et qui a explosé cette année, il y a des questions à se poser. En tout cas, c'est plus le meilleur passeur en Ligue 1, Jonathan Klaus. Oui, voilà. Mais Leandra, bravo Leandra. Bon, on n'est pas là pour jeter des fleurs, évidemment. Celui à qui on va jeter des fleurs, là, tout de suite, eh bien, c'est Morgan Sanson. Il est dans le focus. On l'arrête plus, Morgan Sanson, depuis son retour de blessure. 2 buts au Parc des Princes, 1 but contre Reims la semaine dernière. C'est vrai que le milieu de terrain niçois, repositionné un petit peu plus haut, Leandra, par Francaise, eh bien, fait la différence dans cette fin de saison. Oui, en soutien des deux attaquants. Après lui, on sait qu'il aime aussi jouer dans le cœur du jeu, mais c'est vrai qu'il est ultra décisif. Déjà plus que la saison dernière. Bon, il avait fait des saisons énormes, hein. Par exemple à l'OM, je crois qu'il avait presque marqué 9 ou 10 buts, donc il en est capable. C'est quelqu'un qui sent bien les coups, qui est dans les bonnes zones, et on l'a vu avec son but contre Reims, hein, parce que vraiment il anticipe déjà un peu la mauvaise sortie de Ivan Diouf, et il est bien placé pour placer ce ballon dans le but vide. Et c'est très bien, Morgan Sanson, c'est vraiment quelqu'un qui a du ballon, qui apporte une touche technique à un entrejeu qui a pu en manquer parfois sans Tanguy Ndombele. Parce qu'on sait que voilà, Hicham Boudaoui et Pablo Rosario, surtout, ont quand même des progrès à faire dans l'utilisation du ballon, et il apporte cette intelligence de jeu aussi. Donc vraiment agréablement surprise par ce qu'est en train de faire Morgan Sanson en cette fin de saison. Et comme l'a dit Stéphane tout à l'heure, il apporte aussi une vraie fraîcheur, une vraie énergie dans cette fin de saison. Les stats de Morgan Sanson sur ces 2 dernières rencontres, donc contre le Paris Saint-Germain et contre Reims, avec 67 ballons touchés, 84% de tirs réussis, 3 tirs cadrés, 3 buts. Voilà, maximum de réussite aussi pour Morgan Sanson. Steph, c'est pas facile de revenir comme ça pour un milieu de terrain qui a beaucoup d'activité après 7 mois d'inactivité. Et là, non seulement revenir, bien jouer, mais en plus être décisif, marquer des buts, là c'est la cerise sur le gâteau. Oui, là on parle d'un joueur très technique. Très technique, bon, il a fait quelques clubs, on le savait auparavant. Après, il a été un peu embêté par ses blessures, par ses blessures. Et son retour fait du bien, bien énorme. Mais bon, j'adore ce joueur. Je pense qu'il a dû manquer de rythme sur ses matchs, ses premiers matchs. Mais après, derrière, on sait que voilà, sa touche technique, cette touche de créativité aussi, il a amené, qui nous manquait avec des joueurs, certes, combatifs, Boudaoui, très techniques aussi, mais moins créatifs, je dirais. Et puis, c'est un phénomène devant le but. Hein. Il a droit. Ouais. Pour un milieu de terrain, oui. Techniquement, c'est très fort, c'est très adroit. Quel but à Paris. Oui, rien que celui-là, oui. Et magnifique. On a titré de nouveau indispensable. C'est le sentiment que tu as aussi dans cette fin de saison, et surtout peut-être la saison prochaine aussi, où il arrivera peut-être un peu mieux lancé avec une préparation sans pépin. Il est redevenu indispensable au gym. Oui, puis en plus avec l'absence d'Ndombele, il fait beaucoup de bien. Mais en plus, je pense qu'en plus, il n'est pas encore à 100% dans le jeu, hein, par rapport à ce qu'il a pu apporter même un peu la saison dernière ou quand il était au top à Marseille. Là, il a marqué des buts, il a été efficace, mais je pense que dans le jeu, il peut encore être meilleur que ce qu'il est maintenant. Oui, il va être meilleur. Ouais, il manque un peu de rythme. Là, il tient pas tout le match. Voilà. L'entraînement, c'est différent, voilà. Mais le rythme de match est encore différent. Voilà. Et on sent que justement, voilà, il peut encore monter en puissance. Monter en puissance. On va l'entendre justement. Tiens, Morgan Sanson sur bien comment il se sent dans cette fin de saison après son retour. On l'écoute. C'est positif de revenir comme ça, surtout après tous ces mois. Comme je disais, j'espérais pas tant, on va dire. Même si dans un coin de ma tête, et j'en avais aussi discuté avec le coach en off, j'avais envie d'aider l'équipe sur cette fin de saison et que c'était pas une phrase bateau de dire ça et que en gros je me servais de cette fin de saison pour l'année prochaine. Non, c'était vraiment, j'avais envie de revenir et d'aider l'équipe, quoi, du plus que je pouvais, du mieux que je pouvais pour
pour finir au mieux. C'est sûr que ça a été frustrant d'être mis de côté. Et du coup, à partir du moment où j'ai retouché au collectif, aux entraînements collectifs, j'ai tout de suite eu envie d'être efficace et d'aider l'équipe, tout simplement. C'était ça ma seule et unique pensée. Ouais. Aider l'équipe, tout simplement, pour Morgan Sanson, et c'est ce qui fait bien Aurélien sur cette fin de saison, sur ces matchs-là, Morgan. Mais c'est plus facile de revenir quand on est un joueur intelligent et qu'on se place bien aussi, parce qu'il a eu des crampes, certes, mais du coup, son placement il est toujours bon. Toujours là à la récupération, il peut apporter le danger aussi devant le but. Et c'est un joueur très très intelligent qui évite surtout de faire certains efforts par son placement. Donc le fait qu'il soit encore un petit peu à court de rythme, il le compense très bien par ça, par son intelligence de jeu. Donc c'est un joueur très important. Et qui aujourd'hui regrette la blessure d'Ndombele? Au final, ouais. Personne. Plus grand monde en tout cas, puisque Sanson en tout cas fait partie des. On a pu la regretter sur les passages à vide de Nice, là peut-être sur les 3-4 matchs. Ouais, quoi qu'il arrive, on le regrette parce qu'on n'oublie pas tout ce qu'il a fait pendant les 4 mois où il était vraiment au niveau. C'est un joueur hors pair. Tanguy Ndombele et Morgan Sanson est un super joueur aussi, mais. Non, on regrette quand même. Mais plus maintenant. Enfin, on le regrette. Ils pourraient jouer avant, ensemble, tiens, Sanson, Ndombele, Boudaoui au milieu, ça pourrait fonctionner. Ça serait un beau milieu de terrain. Hein. Ouais. Ça serait pas mal. Par contre, sur Ndombele la saison prochaine, peut-être du côté de Nice. On en saura peut-être plus, mais tu voulais ajouter un truc, Landra? Ouais, je voulais rappeler. Il est important, Ndombele. Je voulais rappeler quand même que Morgan Sanson, ça fait des semaines et des semaines qu'il pousse pour revenir dans le groupe, et Francaise l'avait un peu mis en frigo entre guillemets parce que justement il voulait pas précipiter son retour, parce qu'il n'avait pas besoin à ce moment-là de le précipiter, mais il y a eu parfois quand même de bonnes discussions entre le coach et le joueur pour dire Morgan, ça va venir, et lui était prêt et avait envie d'aider l'équipe. Enfin vraiment on sentait une faim et une rage de revenir, et en tout cas il prouve qu'il était prêt. Ouais. Par contre, s'il brille encore, on va être un peu embêté à Nice matin parce qu'on a déjà fait rire et Sanson. Ah oui. Sanson encore en lumière. Ouais. Donc là, le prochain. Sanson et pas d'image sur Nice-Reims. Sanson fait taire les critiques, peut-être. Ouais. On va voir. Ouais, t'en as beaucoup. Non, mais je sais qu'Antoine. Non, mais c'est Philippe Philippe Camps, la légenda qui les trouve, qui réfléchit. Qui réfléchit, qui nous envoie des petits textos, surtout à William. Celui qui réfléchit, bien sûr, c'est Francaise. Qu'est-ce qu'il pense du retour de son joueur? Écoutez le coach niçois. Si je l'ai titularisé à ce moment-là, c'est que je pensais que c'était le bon moment. Mais évidemment, de là à dire que je pensais qu'il allait faire le doublé à Paris et être encore décisif la semaine dernière, non. Mais c'est bien qu'il nous amène à la fois son sens du but et puis l'intelligence dans le jeu à ce moment-là de la saison, et puis aussi qui nous amène son énergie, parce que lui il a rongé son frein d'abord parce qu'il était blessé longuement, et ensuite parce que quand on revient on a forcément envie de jouer, mais voilà, il y a toujours la volonté du joueur, et ce que voit l'entraîneur ou le staff. Et souvent, on n'est pas toujours tout à fait aligné, mais ça, c'est normal. Et je préfère un joueur qui ait fortement envie de jouer, et parce que quand la fenêtre elle s'ouvre, en général, il fait en sorte qu'elle ne se referme pas. Voilà, la fenêtre est ouverte donc pour Morgan Sanson, et ça sera certainement l'acteur de ces 2 derniers matchs niçois. On lui a demandé s'il espérait marquer un but face à Rennes. Il a rigolé, bien évidemment, c'est pas dans ses projets, mais pourquoi pas, il peut être là au bon moment. Voilà donc ce qu'on peut dire donc sur Morgan Sanson. On va parler tactique maintenant un petit peu avec Aurélien. Aurélien, tu vas nous rejoindre, tu vas me rejoindre, et puis on va parler de second ballon, parce qu'il y a eu des bonnes choses et des moins bonnes choses pour les Aiglons face à Reims. Exactement, un fait de jeu qui a d'abord amené le premier but niçois, avec une transversale de Melvin Barr qui va alerter ses attaquants dans la surface de réparation. Sanson fait un bon appel là dans le dos de Kipré, qui par ailleurs défend très mal. Ouais, il était trop loin. Beaucoup trop loin, et on va le voir, c'est juste sur une erreur individuelle de la part du défenseur ivoirien que vient finalement ce but, parce que Okumu déjà se gêne avec son gardien Yevan Diouf, et Sanson s'est très bien placé dans le dos du défenseur rémois pour avoir ce second ballon, et derrière il se fait pas prier pour venir inscrire le premier but niçois dans le but vide. Erreur individuelle de Kipré, et derrière second ballon, ça ne pardonne pas,
1-0 pour l'OGC Nice. Cette image, elle est dramatique quand même. Bah, elle est dramatique pour les Rémois. Avec un joueur au sol, par terre. plus de gardien. Enfin, bref. C'est le chaos total. Il y a là, entre le latéral droit et Ouais. le central au Ah départ. ouais. Ah ouais. Okomu dans le dur. Ouais, pas mal aussi ça. Tu vois Le spécialiste des titres est de retour. Et puis ça a moins bien souri aussi parfois. Exactement, parce que derrière, c'est les Niçois qui vont se faire prendre à ce petit jeu. Bouta alerte ici ses attaquants avec Siebatcheux et Akieme. Même situation que sur l'ouverture du score niçoise avec Barre. Le ballon va être gagné de la tête par Siebatcheux. Premier duel gagné par les Rémois. Jusque-là, rien de dramatique. Le ballon va revenir sur Tia, juste ici à l'entrée de la surface. Mais sur ce premier ballon gagné par les Rémois, c'est Boudaoui qui vient bien défendre et bien serrer. Donc Rosario peut ensuite dégager cette balle. Pas trop d'inquiétude. Le problème, c'est qu'ici, les Rémois sont 3-4, même si on compte Koné à l'entrée de la surface pour pouvoir reprendre le ballon. Les milieux niçois sont trop acculés dans leur Il y a un dans leur Melvin Barr surface. qui aurait peut-être pu serrer aussi sur Atangana. C'est ça, exactement. Boudaoui, du coup, et Rosario sont vraiment à hauteur de leurs centraux. Derrière, du coup, on a 4 Rémois qui sont là au second ballon pour pouvoir reprendre. Nakamura va presque se gêner, d'ailleurs, avec Gebané pour reprendre cette frappe, qui sera contrée par Rosario. Et derrière, troisième second ballon d'affilée gagné par les Rémois. Et c'est Koné qui vient encore frapper, donc 3 tirs en 5 secondes pour les Rémois. Et le ballon sera capté finalement par Boulka. Mais voilà, vraiment l'axe des seconds ballons a été remporté par Reims ensuite, au fur et à mesure que le match avançait. On aura une dernière illustration avec une action qui aurait pu faire tout basculer dans la fin de la rencontre. Énorme ça. À la 93e, Diacon va repiquer dans l'axe, fait tout ce chemin jusqu'à l'arc de cercle. Ici, personne n'est sorti. Pareil, le milieu est un peu trop bas. Bon, après, ça peut se comprendre. On est aussi à la 93e minute. Mais certes, Bombito et Dante sortent du coup pour venir combler cet espace que le milieu n'a pas assuré. Mais derrière, la zone est libre du coup au niveau de l'axe central. C'est Diakité et Ibrahim qui se retrouvent tout seuls parce que le milieu est trop bas. Le second ballon du coup est gagné par les Rémois et là miraculeusement Ibrahim vient frapper sur son coéquipier. Incroyable. Donc énorme maladresse rémoise qui aurait bien pu faire mouche et qui aurait pu coûter très très cher aux Niçois. Ouais, ça aurait pu coûter les 3 points dans cette rencontre. Effectivement, l'explication est claire de la part d'Aurélien. Il faut faire attention, il faut savoir en profiter, c'est évidemment de ces seconds ballons, mais il faut savoir aussi bien défendre dans ces moments-là. Oui, dans les temps faibles, c'est ce que Nice a bien fait, finalement. C'est vrai que sur ce match-là, en tous les cas, on n'a pas été spécialement très très bon, mais sur nos temps faibles, on a su bien défendre ensemble, et voilà, logiquement, on s'est imposé. Et premier clean sheet depuis le 13 février contre Montpellier, 9 matchs. Oui, c'est vrai, il faut le souligner, Marcel Boulka, qui n'a pas encaissé de but sur cette rencontre et qui a fait 2 arrêts à peu près, qui étaient plutôt convaincants dans ce match, bien loin évidemment de son festival au Parc des Princes qui restera comme l'un des événements de cette saison. Voilà pour l'instant en tactique, on passe à l'indiscret. Un indiscret, ma chère Leandra, qui concerne un peu les finances de l'OGC Nice, parce que les finances des clubs du football français sont parfois dans le rouge. À Nice, pas trop d'inquiétude. Bon, on va dire que là, il y a un rendez-vous qui inquiète pas mal de clubs en Ligue 1, c'est le passage devant la DNCG, donc le gendarme financier. Alors ça va commencer à partir du 27 mai. Nice n'a pas reçu sa date de convocation encore, mais ça ne va pas tarder. Mais c'est sûr qu'il y a des clubs qui ont peur, et Nice n'en fait pas partie, parce que Nice fait partie, entre guillemets, des bons élèves de la Ligue 1, parce qu'il a quand même un actionnaire qu'on peut critiquer, mais qui a les reins solides, et c'est beaucoup plus facile, justement, de passer devant le gendarme financier sans casse avec Ineos. Ce ne Voilà. sera pas le cas de clubs comme Reims, comme Montpellier, qui descend en Ligue 2, Lyon, on n'en parle Lyon, pas, en très, dans une très grand grande danger. difficulté En très grand danger. aussi. Ouais. Exactement. Relégués administrativement, les Lyonnais, d'ailleurs. Donc,
Et Déjà en l'UEFA sursis. sur le dos. Donc, Non, il pourrait vraiment y avoir C'est compliqué, ouais, de la pour lui. casse. Et ils ont toujours pas signé le document qui leur permettrait de jouer les Coupes d'Europe aussi l'année prochaine. ouais, ce qui veut peut-être dire que peut-être qu'ils n'ont pas envie de la jouer. Hein. Peut-être. C'est Peut-être un signe. Mais, Ils Quasiment, souhaitent, en tout cas. En tout cas, ça fait du bien, ça change. Hein, à l'époque de Steph, non, toi encore, non, à l'époque de Steph Collet, c'était pas pareil. Hein, Les passages devant. Ah, C'est juste la non, DNCG à l'époque. Non, il y Moi, a j'ai des fait petits le trous centre quand même dans la d'information, compta. on est tombé, voilà. Il y a eu plein de choses. Il y Moi, avait j'ai des trous vécu. dans la compta. Ouais. Jusqu'à l'arrivée de Jean-Pierre River, hein, c'était compliqué. Mais Bon, c'est après, vrai Maurice Cohen et Gilbert Celardo Oui, et c'est Gouverneur vrai qu'avec avaient Maurice, stabilisé quand avec même Maurice et Michel Telardo, ça s'est mieux passé. Effectivement. Alors ça n'empêche pas évidemment la prudence, hein, parce qu'on sait que le contexte est très difficile, justement, tu l'as dit Mika, avec cette histoire de droit télé. La DNCG a justement appelé les clubs à être très prudents dans leur projection. Nice a fait 2 ans maintenant qu'ils avancent prudemment dans les choix qui sont faits, notamment dans le recrutement, dans la masse salariale aussi. Et le club avait budgété un top 6 pour cette saison. Donc en fait, il n'y a pas vraiment de pression à finir la saison, à finir en Ligue des Champions, contrairement à des clubs, les 2 Olympiques notamment, qui eux sont beaucoup plus inquiets et pour qui c'est presque vital d'accrocher la C1. Il faut rappeler aussi que Nice cet été va toucher la vente de Jean-Claire Todibo, qui a été actée 40 par millions. le maintien de West Ham. Alors ça, c'est pas 40 millions, c'est 42 millions, mais le Barça va toucher 20% de Ah oui, cette c'est vrai. vente. Il y a- Parce il y a qu'il avait plus-value. négocié au moment Hmm. du départ de Todibo en 2021 20% sur la revente, donc 8 millions d'euros à peu près. Et puis il faut rappeler aussi que la vente de Kefren Turam à la Juventus de Turin, il y a la 2e tranche parce que ce paiement avait été étalonné sur 3 saisons. Donc aussi il y a environ 6-7 millions d'euros avec les bonus qui devraient tomber cet été. Voilà, de quoi combler les déficits, plus les mouvements de joueurs, évidemment, cet été. On parlait tout à l'heure d'Evan Guessant, mais il y aura peut-être d'autres joueurs niçois sur le marché. Donc, pas d'inquiétude, de la sérénité, de la prudence. La donc, du prudence côté, quand même. des Niçois, voilà, c'est le maître mot, la prudence. Même si on rappelle quand même que les investissements seront encore réduits cet été. Ouais, c'est vrai. Toujours avec ce problème d'Ineos qui... Avec les ventes, tu vas pouvoir peut-être faire quelques achats. Peut-être. Exactement. Peut-être. On verra, on vous expliquera et on vous donnera tous ces éléments dans nos futures émissions. On va se pencher maintenant sur ce match face à Rennes samedi soir, dont tous les matchs auront lieu en même temps lors de cette 33e journée de Ligue 1, avec donc ce déplacement face à des Rennais qui certes ne jouent plus grand-chose, hein, on en parlera tout à l'heure dans le pour-contre, mais qui, quand même, c'est une équipe qui est assez difficile à bouger, hein, parce que ça reste une équipe assez importante du championnat, même s'il faut pas une grande saison. Les hommes d'Abid Bey, ils ont changé 3 fois d'entraîneur cette saison, mais c'est vrai que ce déplacement, quand on est l'OGC Nice, Antoine, on en a vécu des comme ça, on se dit ouais ça va être facile, et puis au final, ça finit en autre boudin. Donc, On en a trop vécu, on ne veut plus le vivre. voilà, c'est un peu ça quand on est Nice. On va regarder le tableau justement des rencontres de cette journée de Ligue 1, la 33e journée, avec un déplacement à Angers pour Strasbourg, le choc entre Monaco et Lyon, Brest, Lille. Ça serait sympa qu'Eric Roy nous donne un petit coup de main avant de laisser filer sur la dernière journée face aux Lillois, et puis ce Havre-Marseille, le Havre-Marseille, là aussi Didier Digard, s'il pouvait nous filer un petit coup de main, parce que on va le voir après, dans la 34e journée, il y a un Strasbourg, le Havre, cette fois, qui fait que cette équipe du Havre va être un peu l'arbitre de la course à l'Europe. Lyon, Angers, Marseille, Rennes, Lens, Monaco, c'est jamais facile pour les Monégasques d'aller jouer à Lens lors de la dernière journée, ou de recevoir Lens également. Et puis un Lille-Reims. Voilà donc pour ce tableau, cette 33e et cette 34e journée de Ligue 1. Steph, comment tu le sens, toi, cette fin de saison là? C'est serré, on le disait tout à l'heure, mais allez, comment tu sens tout ça? Mon pronostic? Ouais, Je vais être chauvin. bien sûr. Ah bon, c'est Nice. Nice quoi, 4, 3, 2, 3. 5 3. 5, 3 Ouais, 3. Ouais, toi tu sens finir Ah en oui, 3e 3, place, oui. devant Monaco donc. Oui. Ouais. Parce que pour l'instant c'est Monaco. Hein, qui est Oui, sur oui. cette, Bah, Marseille, on sera Marseille troisième. deuxième alors. Marseille Je 2e. pense qu'ils resteront deuxième. Alors après il peut y Ah. avoir Monaco 2e, Marseille 3e, enfin c'est tellement serré. Oui, mais que- Nice troisième. Ouais, toi tu sens... Moi, je les vois, ouais. Bon. Pour de bon. Il y a cette différence de but, mine de rien, qui les avantage quand même un peu. Hein.
Alors, on va retrouver le classement qu'on a montré tout à l'heure, parce que là, on a inclus effectivement la différence de but dans cette fin de championnat, parce qu'il y a 3 égalités, hein, comme on l'a dit tout à l'heure, entre Lille, Nice et Strasbourg. Et donc, au niveau de différence de but, 4 buts d'avance pour Nice face à Lille, 7 buts d'avance pour Nice face à Strasbourg, sauf que, on l'a dit, Strasbourg, ils ont un calendrier quand même contre des relégables, certes, mais ils peuvent mettre 3 ou 4 buts, hein, les Strasbourgeois. Ce qui, Nice, sera peut-être un petit peu plus compliqué aussi, on ne sait pas. Aurélien, comment tu le sens, toi, cette fin de saison? C'est crispé, c'est serré. Hein. Merci le 8-0 contre Saint-Etienne, Ah bah oui. là, pour l'instant. Et puis, non, c'est sûr que c'est crispé, il n'y a aucun déplacement qui va être vraiment facile. Après, les Niçois disposent quand même de l'avantage de recevoir Brest aussi sur la dernière journée, qui aura certainement rien à jouer. Donc, on espère qu'Éric Roy viendra en ami. Et voilà, toute la concentration doit passer maintenant sur ces 2 derniers matchs. L'OGC Nice n'a pas de pression, on va dire ça, pour jouer la Ligue des Champions, parce qu'ils ne sont pas programmés pour jouer avec des champions, au final, les Aiglons, cette saison. Ils ont budgétisé un top 6, ils finiront vraiment dans le pire des cas 7e. Hein. Ils seront sûrement en Coupe d'Europe si Paris fait le boulot contre Reims en finale de la Coupe de France. Mais pas de pression, si, quand même un peu. Tu as quand même un peu de pression maintenant que tu es là, que tu es 4e. Voilà, il faut rester au moins là. Moi, je pense que tout va se jouer à la différence de but dans les arrêts de jeu de la dernière journée. Ouais. Je vois Au bout du bout, quoi. Je vois 4 clubs à 61 points. Ah ouais. Ouais. Ouais, parce qu'ils peuvent tous gagner, là. Hein. Ouais. Marseille, ils vont rester 2e, Ouais. je pense. 3e Nice, Ouais. 4e Monaco, et 5e Lille, 6e Strasbourg. Et tout va jouer à la différence de but. C'est ton pronostic Dans de les, bien. dans les arrêts de jeu. Écoute, on suivra ça. Un but de Mofi à la dernière seconde Et pourquoi pas qui nous fera passer le... Et pourquoi pas Il tire les cartes à l'occasion aussi, si vous avez besoin Ouais, d'aller dans le... Et on repassera l'extrait si jamais j'ai Ouais, raison. avec plaisir. Tarot. On va écouter Francaise. Est-ce qu'il y a de la pression sur le l'OGC Nice programmée ou pas pour jouer cette Ligue des Champions la saison prochaine par rapport à ses concurrents directs? Écoutez la réponse du coach niçois. Que ce soit plus vital pour d'autres équipes que pour nous. Je sais pas si c'est une chance, parce que finalement, quand vous êtes à l'endroit où on est à 2 matchs de la fin, je pense que tout le monde a la même envie. On va pas non plus se mentir. Mais oui, en tout cas, il n'y a pas une pression de la direction du club, il n'y a pas une pression de la DNCG, il n'y a pas une pression de je sais pas qui, de l'actionnaire, pour dire faut faire la Ligue des Champions. Voilà, ça moi je l'ai pas. Nous, la pression qu'on a, c'est celle qu'on se met nous. Et on a tous envie. Mais voilà. Et évidemment, après, il y a quelques semaines, je vous avais dit on pouvait finir 2-8. Bon, aujourd'hui, à 2 matchs de la fin, on peut terminer 2-7. Bon, c'est déjà mieux. Et puis on va voir où on va terminer. Je sais pas si ça sera 2 ou ça sera franchement. Quelques semaines, je savais pas si ça serait 2 ou 8. On réduit. Mais tout est encore possible parce que Rennes, ça va pas être un match simple, et Brest, ça sera pas un match simple non plus. Donc, mais les autres équipes n'ont pas des matchs simples non plus. Donc, moi, je suis content d'avoir 57 points, d'être à la lutte pour une place européenne et pour la plus belle des places européennes. Voilà, les Aiglons à la lutte dans cette fin de saison pour la plus belle des places européennes, c'est-à-dire évidemment la Ligue des Champions. On rappelle que la 4e place, Léandra, il faudra en passer quand même par un tour préliminaire avant de pouvoir se qualifier pour la Ligue des Champions. Des barrages, oui, pardon, parce que le tour préliminaire, c'est le tour d'avant. C'est Et là, ce sera les barrages. Les deux tours. Un tour préliminaire et un barrage. Non, là, t'as Non plus qu'un seul tour. Ah, bon je sais pas. Ah, t'as plus qu'un seul Ok. tour. Après, Bon. c'est dans la réforme Ça change des tout. champions, vous n'avez pas suivi. Hein, C'est déjà mieux. Ouais. Ouais, vous n'avez plus qu'un seul tour à passer, mais quand même, c'est pas évident, parce que quand on voit ce que fait Nice cette année en Coupe d'Europe, toutes les équipes se valent, presque. À ce Mais moment-là. la bonne nouvelle, c'est que tu es reversé quand même, quoi qu'il arrive, en Ligue Europa. Ouais, en Ligue Europa. Tu joueras une Coupe d'Europe. Mais pour l'avoir vécu avec Monaco, même si là, ça sera qu'un tour au lieu de 2, tu l'as dit, Mika, c'est quand même très casse-pattes pour la suite de la saison. Généralement, on reprend plus tôt. Donc forcément, même au niveau du recrutement, il y a quand même une incertitude sur quelle compétition on va faire. Donc c'est, pour moi, la 4e place, si on peut l'éviter, c'est pas plus mal. 3 ou 5 alors. Et comme Steph l'a dit, 3. 3e. Hein, il n'en 3. démord pas, Steph. Oh, ce serait bien. Le discours du coach, là, il est Si pour c'est toi. mieux. Il est rassurant, le discours de Francaise. Il enlève un peu de pression Oui, tout à à ses fait. joueurs, ou c'est un discours de façade, il Non, croit à mort et... Non, mais il y croit, Ouais. c'est certain.
Mais ouais, non, c'est pas un discours de façade. Hein. Ils n'ont pas de pression. On en a parlé tout à l'heure au niveau de la DNCG, il en reparle là. Ineos, c'est costaud, c'est les reins solides. Ils n'ont pas de pression. Contrairement à d'autres équipes. Notamment, il le dit aussi, il y a d'autres équipes qui, eux, sont forcément obligées d'être qualifiées. On Ou pense à ça va être problématique. Monaco, Marseille, par Même exemple. Monaco, Lyon, oui. eux, Même ils ont Marseille, Monaco, l'obligation Lyon. de se qualifier en Ligue des Champions Mm. la saison prochaine. Là, Lyon, ça va être compliqué, donc on peut penser qu'ils n'y seront pas. Mais des équipes comme Monaco et Marseille sont programmées pour jouer la Ligue des Champions. Puis Monaco n'a pas fait tant de campagnes de Ligue des Champions que ça depuis 6-7 ans. Donc eux, évidemment, sont beaucoup plus programmés pour ça. Et puis Francaise, c'est pas dans son intérêt d'envenimer la situation et de mettre de la pression sur les épaules de ses joueurs. Donc il a bien raison de temporiser, même si certains pourraient dire c'est de la démagogie, etc., etc. Non, non. Il a raison de dire ça. Et à ses joueurs maintenant de se calmer et de garder la tête froide. Par contre, c'est vrai qu'il faut quand même vraiment se méfier de ce match à Rennes parce qu'ils ne laisseront rien passer à Rennes. Et puis surtout que Habib Beye a remonté ses joueurs comme Eh des ben cocos. écoute, c'est quoi? C'est ce qu'il a dit, Francaise. On va l'écouter sur ce déplacement à Rennes. Bah, Rennes a toujours des objectifs parce que quand il y a eu trois entraîneurs dans une saison, celui qui est là actuellement, vous avez bien entendu ce que Habib a dit la semaine dernière. Il y a un objectif, c'est de finir au mieux. Bien sûr qu'il n'y a pas d'objectif ni de jouer l'Europe d'un côté, ni d'être pris par le maintien de l'autre, parce qu'ils ont pris les points qu'il fallait prendre à un moment. Mais lui, il a l'objectif de préparer au mieux la suite. Préparer au mieux la saison prochaine déjà pour Habib Beye et cette équipe de Rennes. On a commencé un petit peu à en parler de ce calendrier pour les différents clubs concernés par la Ligue des Champions ou la Coupe d'Europe. On va en parler encore plus profondément dans le pour-contre. Est-ce que l'OGC Nice a le meilleur calendrier dans cette fin de saison avec ces deux matchs, donc face à Rennes et à domicile ensuite face à Brest, deux équipes qui ne sont censées donc plus rien jouer dans ce championnat. Honneur aux dames, bien évidemment, ma chère Léandra, c'est toi qui t'y colle. Et ben moi, je ne pense pas qu'il soit plus favorable pour Nice. Mais on en reparle dans 2 semaines, hein, évidemment, parce que là, je pense qu'il n'y a pas de vérité absolue. Finalement, la seule certitude que j'ai, c'est que je voudrais pas avoir le calendrier de Monaco ou de Lyon qui s'affrontent. Après, pour le reste, je pense que c'est plutôt kiff-kiff. On va dire, voilà, Strasbourg qui joue 2 équipes qui jouent pour leur maintien, qui vont jouer leur va-tout. Au final, on voit quand même qu'il y a une énorme différence entre le haut de tableau et le bas de tableau. Même si on y met tous les ingrédients, je pense que Strasbourg est meilleur que Angers ou Le Havre. Ensuite, on parle des équipes comme ça qui sont en vacances un petit peu, qui n'ont plus rien à jouer. Moi, depuis que j'ai vu Monaco perdre contre Toulouse au Louis II, alors que Toulouse avait rien à jouer et que Monaco jouait l'Europe, pour le coup, là, j'ai pas de certitude. J'ai pas de certitude que Rennes ne va pas vouloir justement sursaut d'orgueil parce que ça fait 2 matchs qu'ils sont pas là, parce que leur coach a parlé de mort clinique, qui sont quand même des mots assez forts, parce que même si on a fait une saison pourrie, on a peut-être envie de se rattraper pour la dernière devant son public. Donc pour moi, non. Et puis il faut rappeler aussi, il y a un contexte quand même autour de ce match contre Rennes, avec des retrouvailles entre guillemets, avec Laurent Bessière qui part à Rennes avec plusieurs de ses hommes, des adjoints, du staff, nutritionnistes et des prépas physiques. Donc, et puis aussi, il faut se rappeler aussi de tout un petit peu les appels du pied qui ont été faits à Francaise de la part d'Arnaud Pouille, le directeur général de Rennes. Donc il y a un petit peu un antagonisme qui est né et il n'y aura pas de cadeau. Il n'y aura vraiment pas de cadeau. Et je pense que Nice se méfie énormément de ce match-là. Après, Brest, Eric Roy en ami. Pour moi, il y a des joueurs aussi qui ont envie, qui vont peut-être jouer plus libérés, qui vont avoir envie de se montrer, parce que, comme l'a dit Steph tout à l'heure, il y a des contrats en jeu, il y a aussi une place pour la saison prochaine. Un entraîneur, par exemple Habib Beye, on sait qu'il va rester, donc il va falloir aussi lui prouver des choses. Donc pour moi, non, pas de calendrier facile et pas de vérité absolue. Aurélien. A contrario, moi je pense que Nice bénéficie du calendrier le plus facile parce que ce match contre Rennes, qu'on le veuille ou non, va être facilité par le fait que Rennes, évidemment, n'a plus rien à jouer. Ils peuvent plus finir non plus dans le top 9, donc la première partie de classement. Et même si Habib Beye a remonté ses joueurs, finalement, c'est pas lui qui joue sur le terrain.
les joueurs, inconsciemment ou pas, ont toujours un peu de relâchement en fin de saison, surtout quand on n'a plus rien à jouer. Le club du Stade Rennais, du coup, a annoncé aussi 15 à 20 départs au niveau de l'intersaison à l'été. Parmi eux, les cadres sont annoncés aussi vers la sortie, les Kalimundo, Truffert et autres. Donc il y a forcément certains joueurs qui ont déjà la tête ailleurs. Certes, c'est le dernier match à domicile de la saison au Roazhon Park, mais c'est pas non plus une forteresse imprenable. Ils sont 10e sur 18 en Ligue 1 cette saison. Ce qui est pas à domicile, bien sûr. Ce qui est pas des standards aussi habituels de Rennes, qui a souvent eu énormément de réussite à domicile. C'était très compliqué d'aller gagner là-bas. C'est pas le cas cette saison. Strasbourg, évidemment, à comparer, je pense qu'il dispose aussi du calendrier, du deuxième calendrier le plus abordable en jouant Le Havre et Angers, mais c'est des équipes qui auront, quoi qu'il arrive, quelque chose à jouer jusqu'à la fin, Angers même sur le dernier match. Donc c'est pour cette raison que je pense que le calendrier de Nice est plutôt favorable. Et puis Brest, c'est à peu près la même chose. Alors même s'il n'y a pas de mouvements qui ont été annoncés d'ampleur comme à Rennes, les Brestois n'ont pas non plus la tête à quelque chose. Je pense que en plus devant un Allianz Riviera qui pourrait être potentiellement rempli, les conditions sont réunies pour avoir une fin de saison plus sereine que les autres. Il y a juste un petit élément avant de te donner la parole, Steph, par rapport aux arguments de Léandra et d'Aurélien, c'est que Éric Roy n'a toujours pas annoncé s'il resterait ou pas la saison prochaine à Brest. Il se peut que ce Nice-Brest soit son dernier match en tant qu'entraîneur de Brest, et il aurait peut-être à cœur de finir la saison en plus à Nice, et son aventure à Brest, qui est formidable, d'une très belle façon. Donc il y aura peut-être aussi ce paramètre-là, à un moment donné, à prendre en compte du côté de Nice-Brest. Steph, pour toi, est-ce que Nice a le meilleur calendrier de toutes ces équipes, de tous ses concurrents directs aujourd'hui dans cette fin de saison? Ouais, je te rejoins aussi, ouais. Ouais, parce que, Rennes, cette année, c'est pas non plus... même ces derniers temps, ils sont bien repartis avec l'arrivée de Habib Beye, et puis après, ça a commencé à ronronner, quoi. C'est toujours... je pense que Nice a vraiment l'occasion et même le devoir de s'imposer là-bas, ouais. C'est la possibilité. Après, sur ce dernier match à la maison, à domicile, forcément, si tu t'imposes, ce qui va changer, c'est le résultat de Rennes. En gros, c'est celui-là qui va tout conditionner. C'est celui-là qui va Si tu gagnes à Rennes, Brest, ça sera plus facile. Je pense que oui, il va y avoir du monde au stade. Si on sera en course, on joue tout sur ce dernier match. Ça peut être fabuleux. Nice qui n'aime pas jouer des finales, mon cher Antoine. Ça leur réussit pas très bien aux Aiglons de jouer des finales. T'as l'air traumatisé. Non, mais je suis terrible. traumatisé, mais lui aussi est traumatisé. Mais bon, Nous qui avons vu jouer Stéphane Steph à aussi, vous êtes l'époque, trop on sait jeune d'où on pour vient. être traumatisé, vous savez pas ce que c'est. Non, mais bon, moi je suis... Voilà, alors c'est les On va faire arguments... venir un psy sur le plateau pour la dernière. Ah oui. La semaine prochaine, l'avant-dernière. Les arguments d'Aurélien sont très bons et je le félicite pour ça, mais moi je suis plus du côté de Léandra. Ouais. Parce que je suis un peu comme ça aussi. J'ai toujours peur que Nice. En fait, c'est pas Il y a que un peu de j'ai. superstition aussi quand même. Voilà, et puis Ouais. et chaque fois qu'on a le La petite marche. le moment Ouais. pour franchir cette petite marche qu'il faudrait. C'est vrai, on l'a se jamais casse la fait. gueule. drôle. Et pourquoi pas cette fois-ci? Voilà, mais c'est pour ça que j'ai peur. En fait, j'ai pas confiance. On Mais sait, on dit toute j'espère la saison, que- c'est un club qui respire la loose parfois le JC. Voilà, donc, mais moi j'espère de tout cœur, hein, ouais. évidemment, qu'ils vont gagner ce match, mais j'ai une petite crainte. Ouais. Donc, je suis Après, il plus- vaut mieux l'aborder dans la dynamique actuelle, Oui. qui a 3 ou 4 matchs. Hein. Ouais, Ce mais qu'on j'ai- pense, c'est que ça va faire de l'huile. Voilà. Devant sa télé samedi soir. Dans Ouais, les parce familles que- d'Angers. là, gros, là, Faut avoir confiance. Allez, faut avoir confiance. On va Voilà. rester sur la parole de Ayons Stéphane, confiance, il a évidemment. raison, Confiance Stéphane. aux Aiglons dans ces 2 dernières journées de Ligue 1. Et d'ailleurs, on va voir avec toi, Léandra, ce que tu nous as concocté pour la compo probable. Là, c'est bon. Bravo les équipes. Ah oui, on avait oublié le nouveau jingle, là, il est fantastique. Ah oui, le nouveau fantastique. jingle. Bravo, c'est super. Alors, comment tu nous as concocté cette équipe de l'OGC? Bah, il n'y aura pas d'énormes surprises, peut-être Ah. devant, mais en tout cas, voilà, Boulka dans les cages forcément.
Dante qui s'est entraîné toute la semaine et qui pour moi retrouvera sa place de titulaire. Donc au centre de la défense à 3 avec Bombito. Donc c'est Antoine Mendy qui sortirait de ce 11. Et puis Melvin Barr qui est vraiment sur une très très bonne série en ce moment. Au milieu. Alors, milieu à 5, toujours sur la lignée des deux derniers matchs, avec Klaus, piston droit, un milieu Boudaoui, Rosario, Sanson. Avec un Sanson peut-être plus par là, Un peu plus haut, voilà, c'est ça. Et puis Ali Abdi, piston gauche, Ali Abdi qui vraiment, même si parfois il fait quelques mauvais choix, dans la générosité, dans l'énergie, il est vraiment assez impressionnant. Et devant, c'est le petit changement, petit pari. Donc avec Bonani qui enchaînerait pour moi parce que vraiment il a montré de très belles choses là, dans les demi-espaces, dans sa manière de, avec cette patte gauche quand même, il a délivré quelques caviars. Qui aurait pu, si les attaquants, si Laborde en tout cas avait été en forme, qui aurait pu payer. Et donc, le retour peut-être d'Evan Guessant. T'as quelque chose à te faire pardonner, toi, en mettant Guessant titulaire ? Pas du tout quelque chose à faire pardonner. Non, mais je me sens bien, ouais, c'est vrai. Pourquoi pas C'est ton petit pari, en tout Il cas. a eu 3 matchs pour se régénérer. On va dire que Gaëtan Laborde est très bon dans le pressing, vraiment dans l'énergie, mais il n'a pas fait non plus un super match contre Reims. Donc vraiment, pourquoi pas Evan Guessant, le retour là en forme pour les 2 derniers matchs. Le facteur X peut-être de cette fin de saison, alors qu'il a été l'élément moteur de cette saison, Evan Guessant, pourquoi pas le retrouver ? On espère en tout cas, c'est si Franquès faisait ce choix, parce que justement, il a peut-être montré un peu plus de choses cette semaine à l'entraînement aussi, peut-être montré une envie de se racheter. Donc finalement, pourquoi pas, peut-être qu'il a aussi piqué un peu son orgueil justement pour le sortir sur ces 2 derniers matchs. Non, en tous les cas, on verra cela attentivement au moment du coup d'envoi. C'est à 21h, le coup d'envoi, samedi soir. Tous les matchs. Tous les matchs sont en même temps en multiplex. On va se régaler, surtout avec... On va rien voir, on va voir que le match que tu regardes, après tu peux... Quand c'est si serré... Ah, il n'y a pas de multiplex Mais si, il y a peut-être un multiplex, mais... Sur la chaîne qui diffuse le championnat de France peut-être. On débute. Sinon, vous écoutez la radio, ouais, voilà. RTL en particulier, et puis on vous fera vivre tout ça, évidemment, si vous ne pouvez pas voir le match. Voilà donc pour la compo probable. On va vous faire gagner, encore une fois, un cadeau exceptionnel. Et ce cadeau, c'est celui-là, évidemment, c'est le maillot des 80 ans de Nice Matin, maillot collector qu'on vous a déjà fait gagner par 2 fois la semaine dernière sur le pari de l'Alliance Riviera lors du Gin Tonic en direct et en public. Eh bien, on en a encore un à vous faire gagner cette semaine. Et pour cela, eh bien, il faut pronostiquer, vous en avez l'habitude, le score entre Rennes et Nice avec le non-débuteur s'il y en a, le petit hashtag Gin Tonic. Si vous pouvez en plus retweeter, reposter, faire ce que vous voulez, enfin faire de la publicité à ce poste, eh bien, ça sera que mieux. Et donc, à gagner ce maillot des 80 ans. Et d'ailleurs, un petit cadeau pour vous tous, là, ici, on va regarder le clip des 80 ans de Nice Matin et de ce match entre Nice-Reims, le partenariat qui a eu lieu la semaine dernière. Merci encore à toutes les équipes qui ont participé à ce beau moment. On regarde.
Voilà donc ce petit clip de remerciement pour les 80 ans de Nice Matin. Et c'est donc ce match face à Reims, cette victoire 1-0 et cette belle fête célébrée par les supporters de l'OGC Nice du côté du parvis de l'Alliance Riviera. Deux petites infos, Léandra, avant qu'on passe au Souviens-toi. Ouais, alors la première, c'est l'absence de Baki Santamaria, parce qu'on le rappelle, il a été prêté par le Stade Rennais en janvier. Il y a donc une clause, un accord entre les deux clubs pour qu'il ne joue pas ce match. Et la deuxième info, pour les supporters, c'est vraiment que l'OGC Nice donne rendez-vous au Stockfish, parce qu'il diffusera en tout cas le match en direct, en live commenté par notre cher Constantin. Exactement. Donc voilà, il faut s'inscrire sur le site du club et ça sera un bon moment de vivre ensemble, de vibrer devant ce match, cet avant-dernier match ô combien important. Tous au Stockfish, c'est samedi soir pour regarder cette rencontre commentée par Constantin et par l'équipe de l'OGC Nice. Et puis après, évidemment, on vous encourage à être très 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 nombreux à l'Alliance Riviera pour le Nice-Brest de la semaine prochaine. Surtout s'il y a victoire des Aiglons à Rennes. Mais rien ne sera fini, même en cas de défaite de l'OGC Nice de samedi soir. Eh bien, il y aura encore des places européennes à aller chercher du côté des Aiglons. Donc pour ce dernier match de la saison face à Brest, on vous encourage à remplir l'Alliance Riviera. Te souviens-toi? T'es prêt? Allez, on y va. Il n'y a pas l'air prêt. Allez, Si. on y va. Alors, on va parler évidemment de ce Rennes-Nice et non pas ce Reims-Nice, comme j'ai dit tout à l'heure, saison 92-93. Alors- Un match qui valait cher pour les barrages. Voilà, mais en fait, on va pas parler uniquement de ce match-là, on va parler de toute la saison. Voilà. On a 3 heures. Donc. 92-93, le contexte. Donc, l'OGC Nice en 91 est relégué pour raison administrative, donc en D2. Et donc, il fait une première saison très difficile en 91-92, où il termine quand même 9e de D2, il se sauve. Et donc, on parle donc de cette saison 92-93, un peu plus ambitieux. André Boïs est aux commandes du club, donc en tant que président. On va voir l'équipe qui est en place. Voilà, donc il y a le retour de Marco Elsner et de Gérard Bucher, les anciens qui viennent donner un coup de main à leur club de cœur, avec aussi les arrivées de Sanjak, Arpinon et Abou Cissé, qui était, je crois, l'oncle de Djibril. Le frère. Le frère, voilà, le frère de Djibril Cissé. C'est ça. Voilà. Et Stéphane faisait partie de l'effectif. Collé. Oui, je suis arrivé après, moi. Ouais, il est arrivé après. Oui, parce que ça, c'est la photo du tout début de saison. Et il y en a une autre qui a été faite après qu'on n'a pas mise. Voilà. Donc, le début de saison est difficile. Les Aiglons marquent peu de buts. Et donc, André Boïs décide rapidement d'engager un buteur qui s'appelle Zlatko Vujovic, qu'on va voir ici. Et il prend le frère avec. Il y a puisqu'il était- les Les deux, ouais. et les deux ensemble, les jumeaux qui avaient joué à Bordeaux, et après Zlatko avait joué au PSG, à Cannes aussi notamment. Il a toujours marqué beaucoup de buts. Il arrive, ils ont 34 ans. Et Zlatko va faire quand même une très belle saison puisqu'il marquera 17 buts avec sûrement des passes de Stéphane Collet. Non. Non, Pas encore. pas encore. Voilà, et donc Nice débute mal cette saison. Au bout de 7 journées, ils sont 14e au classement. Il y a eu un match exceptionnel aussi. Il y a eu un 4-4 face à Bastia. Où Nice menait 2-1, puis perdait 4-2 et a égalisé 4-4 dans les dernières secondes dans un brouhaha. Les Bastiais se plaignaient qu'il y ait une faute avant le but où l'arbitre n'avait pas sifflé. Enfin bref. C'est étonnant. Bon, Nice n'est pas très bien. André Boïs donne un gros coup de gueule. Il y a une petite remobilisation. Mais bon, ça ne porte pas complètement ses fruits. Et l'entraîneur, qui était Jean-Noël Luc, est démis de ses fonctions et il est remplacé par son adjoint Albert Raymond. Voilà. Il est remplacé par Albert Raymond, mais c'était l'entraîneur de la 3e division. Oui, qui était C'était aussi la son réserve. adjoint. Voilà. Donc c'était ton entraîneur à ce Voilà. moment-là. Voilà. Ouais. Ah, Et, nous, ouais. et Chez les avec Pancho González nommé directeur technique. Tout à fait. Voilà. Donc à partir de la 13e journée, une défaite au Ré contre Perpignan. Donc Je joue au football à ouais, Perpignan. ça jouait au football, non pas qu'au rugby, ouais. Et puis bon, la mayonnaise a un peu du mal à prendre quand même avec Albert. Nice oscille entre la 7e et la 11e place jusqu'à la 24e journée. Et une victoire face au leader Martigues au Ré, 2-1. Et cette victoire, ensuite, grâce à cette victoire, les bonnes perfs vont s'enchaîner. Nice se retrouve 3e à la 28e journée, donc à 5 journées de la fin. Donc, Bien placé pour la montée. oui, en fait, c'était le premier monté. Et C'était les 2 autres groupes. barrages, ouais. Et le deuxième et le troisième faisaient des barrages.
Ils ont eu un petit coup de mou, puis finalement, Nice gagne ses 3 derniers matchs. Et il faudra attendre la dernière journée et un but de Yazid Sanjak contre Nancy à 10 minutes de la fin et une victoire 2-1 au Ré contre Nancy pour être assuré de la 3e place. Le premier but avait été marqué par Zlatko Vijovic, le serial buteur. Et donc Nice terminera 3e du groupe B de D2 et donc affrontera le 2e du groupe A en pré-barrage. Il faut rappeler quand même que la D2, à l'époque, il y avait donc 2 groupes de 20 clubs. Ouais. Tu avais 40, clubs. de 18. 18, il me semble. Il y a eu 20 Non, clubs. 18 puisqu'il y avait 34 journées. Oui, c'est vrai. Donc, Voilà. il y avait 36 équipes en D2 à l'époque. Je m'étonne qu'il y ait Perpignan dans le lot. Quoi. Voilà. Ça ratissait large, quoi. Mais Nice, quand même, avait su se relever et a su faire quand même une saison et se qualifier pour les pré-barrages. Et donc, ce pré-barrage se jouera chez le 2e de la poule A. Et donc, c'était à Rennes qui venait de descendre et donc qui était 2e. Et Stéphane avait joué titulaire d'ailleurs ce match de pré-barrage. Et c'est un match, hélas, où les Niçois ont un petit peu souffert. Et ils perdront 1-0 en fin de match sur un but de Musici, un Ougandais, et qui est apparemment, selon les souvenirs que j'ai lus notamment dans 100 ans de passion, que je présente ici, de Michel Aureggia. Ah, de Michel, celui-là. Voilà. À la limite du hors-jeu. Mais d'ailleurs, Stéphane a un souvenir pas très précis, mais tu te souviens qu'il y avait eu... Oui, il y avait eu problème. Il y a eu sur ce but-là, en tous les cas, il y a eu contestation. Voilà. Ouais, il y avait une grosse contestation et après donc, vous étiez évidemment très déçu de Oui, c'est pour ça peut-être que je m'en souviens pas. Les défaites avec Nice, je préfère gagner. Ouais. Voilà. Et juste donc pour l'anecdote, Nice montrera la saison suivante. Puisque c'était une Super D2 la saison Super suivante. D2, ils avaient fusionné. Ça avait changé. Et d'ailleurs, on finit champion de France sur la dernière journée, on passe devant Rennes. Voilà, Super D2. Voilà. À jamais le premier champion de Super D2. Parce que effectivement, Rennes ne montrera pas cette année-là parce qu'ils avaient été battus par Cannes en barrage. Cannes qui avait fini 2e du groupe de l'OGC Nice. Donc 2e Cannes et 1er Martigues, 2e Cannes, 3e Nice. C'est ça. Et après Cannes, je crois, était monté. C'est Cannes qui était monté. Ouais. Et avec Martigues. Puisque Rennes était en Super D2 avec nous l'année d'après. Donc, les combats qu'on leur plongeait, on joue Valenciennes. C'est ça. Et c'est cette dernière journée-là où on leur passe devant. Exactement. On va gagner à Valenciennes. De toute façon, vous seriez monté quand même. Puisque, oui, on était monté déjà. C'était un match pour l'honneur, mais champion de France quand même. De Super D2. Voilà. Et donc un petit merci donc à Michel Aureggia parce que je me suis aidé de 100 ans de passion de l'OGC Nice et évidemment aussi à Serge Bloumeau parce que je me suis un peu aidé notamment pour les photos de Zlatko Vijovic et Zoran. Photo c'est Fred. Je regarde. Là, la photo c'est Fred. Je te parle de Fred tout à l'heure. D'accord. Voilà. Qui soulève la Coupe de France, le fameux dernier trophée remporté par l'OGC Nice. Non, il y en a eu un cette année de trophée. On oublie de le dire, mais le titre en D5. En D5. Les amis, en Division 5, la deuxième équipe départementale 5. Oui, départementale 5, pardon. La deuxième équipe de l'OGC Nice, emmenée par Romain Genevois et Jérémy Pied, et Franck Djadjedje. Et Franck Djadjedje. Et Malo tous les salariés du club, plus quelques anciens, ont été sacrés champions de départemental. Alors, de leur groupe. Oui, oui, c'est déjà pas mal. Après, il y a un titre de champion de D5 qui va se faire plus tard. Voilà, bon, de leur groupe, c'est déjà pas mal. Il faut être précis. Une belle aventure. Quand même. Voilà, une belle aventure. Hein, parce que nous, on ne pourrait plus y jouer dans cette équipe-là. Et Francaise a dit que lui non plus. Ouais, lui non plus. Il a plus de genoux, c'est ça. Genoux et mollets. Ouais, il ne voit pas le rapport. Bon, allez. Voilà, juste une anecdote. Ah, c'est pas fini. Voilà, c'était les débuts. Cette année a été aussi les débuts de Lionel Détizy, hein. Voilà, qui a commencé ses premiers pas. Ses débuts en pro, voilà, effectivement. Avec l'OGC Nice. On l'a vu sur la pour la belle photo. carrière ensuite qu'il a connue. Et puis Steph aussi, c'était premiers pas en pro. Ou t'avais joué déjà la saison précédente? Non, c'est les premiers pas là. C'est les premiers pas en pro. Avec Lionel, pareil, hein, on a débuté pratiquement il y avait Fred Joria, Mathio, et puis les Grognards, Marsiglia, il y avait Gastien. Oui, une petite anecdote, il nous reste une minute. Je vais raconter une petite anecdote par rapport à Steph. Je crois que je ne l'ai jamais raconté. Tu te souviens du kiné de l'OGC Nice, Michel Reynaud? Oui, voilà. Michel, je connais bien. Je m'étais fait mal, moi, et c'était mon kiné. Et un jour, je t'avais croisé. Comme ça, moi, j'étais supporter, comme ça, lambda. Et toi, tu venais dans le kiné, dans le cabinet qui était en bas d'Auguste Reynaud. Ouais, c'est ça, sur la droite. À Joseph Garnier, je crois. C'est ça. Voilà, Joseph Garnier. Et je t'avais croisé et j'étais comme un fou. Parce que j'avais croisé un joueur de l'OGC Nice. Je venais là me faire soigner. C'est la petite anecdote. Il m'a beaucoup aidé d'ailleurs. Quand ils étaient encore accessibles. Il m'a beaucoup aidé. Vous aviez la même coupe de cheveux déjà ou pas? Et non, pas moi. Steph, si je me souviens bien, ça a commencé. Non, moi j'avais encore pas mal. Il est plus jaloux là. Voilà, c'est une petite anecdote comme ça, mais c'est vrai que c'est un souvenir que j'ai gardé
très longtemps. Merci Steph en tous les cas d'avoir été Merci avec à nous vous, sur, hein. J'étais sur le ravi plateau. encore d'être là. C'était Ouais, un ça fait plaisir. toujours très plaisir. Là, on retient ton prono. Nice finira troisième. Stéphane. C'est le mien aussi. Leandra, tu seras à Rennes. Ramène les 3 points, hein, Bien sûr, évidemment. plutôt que la galette de saucisse. Non, Ouais, parce que William, il a Ton fait le prono, taf Léandra, quand ton j'étais prono. pas là. Ah, Nice, Mon prono combien pour Nice Ah. Ouais, Nice, ils vont gagner. Non, mais le fin de saison. Ah, bah j'avais pronostiqué, j'avoue, j'avais pronostiqué 4e. moi, je suis un peu comme Leandra, 4e. Je vois Moi aussi, deuxième pareil, Marseille, quatrième. 3e Nice, 4e, 3e Monaco, 4e Nice. Mais bon, on verra ça. Hein, en tous les cas, on se retrouvera la semaine prochaine. Merci à Sophie Doncé, Chloé Wargar, Philippe Bertigny à la préparation et à la réalisation de cette émission. On se retrouve donc la semaine prochaine pour un nouveau numéro de Gym Tonic. Ce sera l'avant-dernier, normalement, de la saison pour parler de ce match face à Rennes et de ce dernier match donc face à Brest. D'ici là, passez une bonne fin de semaine, un bon week-end et à la semaine prochaine. Bye bye.